nous allons parler de l'éducation. Pour cela, nous avons invité Ivanela Pressa. Elle est éducatrice spécialisée avec qui on va discuter un peu sur sa carrière, à comment elle est arrivée là. Bonjour, bienvenue, c'est un plaisir de vous recevoir sur MyReset Coaching. Bonjour. Alors, je rappelle ce que vous faites, vous accompagnez des jeunes détenus au centre pénitentiaire, vous faites de la réinsertion professionnelle. Et alors, explique-nous comment ça a commencé, le début, le déclic. Ivanela Pressa, c'est qui vos études, votre parcours? Dis-nous un peu sur vous. D'accord. Donc, actuellement, je suis éducatrice spécialisée au CATTP Le Morceau, voilà, au centre pénitentiaire de Réunion-Montjoly. Voilà, c'est le centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Et dans ce centre, en fait, on accompagne des détenus, bon, pas que des jeunes, jeunes détenus, mais des adultes, des hommes, des femmes, des détenus, en fait, au niveau des ateliers thérapeutiques. Voilà. Des soins non médicamenteux. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à ces personnes de retrouver un bien-être, en fait, qui viennent avec certaines souffrances, difficultés psychologiques. Et nous, on est là vraiment pour les accompagner et leur permettre qu'ils aillent au mieux. Alors, en fait, le déclic, c'était quoi? En fait, devenir éducatrice spécialisée, qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix? Alors, ça remonte à peu près une dizaine d'années, en fait. Voilà, j'ai eu le désir tout d'abord d'être bénévole en association, en parallèle de mes études en psychologie. Voilà, et ces études-là, enfin, plutôt cette association-là m'a permis, en fait, de pouvoir intervenir dans des foyers de jeunes de la PJJ, voilà, des jeunes qui sont sous main de justice, des jeunes délinquants, et de pouvoir faire des ateliers, voilà, dans ces foyers-là, et également des jeunes aussi, tout simplement, dans le cadre de la protection de l'enfance. C'est généralement souvent des jeunes qui rencontrent des difficultés de maltraitance, que ce soit psychologique et autres, en fait. Et j'ai beaucoup aimé travailler justement avec ces jeunes-là, ce qui m'a donné envie justement après de me lancer justement dans le domaine de l'insertion justement avec ces jeunes-là. Et par la suite, aujourd'hui, maintenant, je travaille plus avec des adultes. Voilà. Ok. Tout à l'heure, je disais que vous accompagnez des jeunes détenus au centre pénitentiaire, en fait, pour aider les lecteurs. Également, parmi vos vécus, parmi vos expériences dans ces domaines, est-ce qu'il y a une expérience marquante que vous pouvez nous partager, nous raconter? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est un jeune monsieur, en fait, qui est dépressif, en fait. Et ce jeune monsieur, depuis des dizaines d'années, il accompagné de différentes manières, de part dans la typologie, et sur le plan plus social, et incarcéré, bon, multirécidiviste et autres, qui ont, je dirais actuellement aussi, qui a des difficultés aussi administratives, voilà, depuis un certain nombre d'années. Et voilà, ce monsieur-là, en fait, je l'ai connu pendant quelques temps. Et par la suite, il est retourné en prison, hein, malheureusement. Mais moi, je l'ai reconvoqué. Puis d'autres personnes me disent, mais pourquoi je vais le convoquer? On a tellement travaillé avec ce monsieur-là. On ne sait vraiment pas à quoi faire. C'est compliqué entre les rechutes et autres. Et moi-même, il a été surpris quand je l'ai revu. Je lui ai dit, mais je suis là pour ça, en fait. Je suis vraiment là pour lui. Et il a été très ému, même presque en pleurs, voilà, me disant que mais les autres, voilà, ça y est, on parle plus pour moi. Mais je dis, même si vous revenez encore et revenez, moi je serai là, en fait, parce que pour moi, je pense que c'est important quand on accompagne quelqu'un, en fait, je pense que c'est aussi important aussi de cette persévérance, en fait, même si la personne peut-être à un moment donné, elle va chuter, ou elle aura certaines difficultés. Après, c'est vrai qu'on a quand même notre rythme, mais je pense que c'est important, en fait, de ne pas abandonner. Pour moi, c'est comme ça que je conçois les choses. Vraiment, de ne pas abandonner. J'en ai déjà eu plusieurs fois dans mes accompagnements ou des fois, malheureusement, où les objectifs que je m'étais fixés, peut-être que n'ont pas été atteints avec la personne. Mais après, on se dit qu'on travaille avec de l'humain, président, pour beaucoup de temps. Et certaines, parfois, vont arriver à capter certaines choses très rapidement, d'autres, ça leur demandera un peu plus de temps, en fait. Comme aussi, on a dit qu'un enfant aussi, l'enfant va prendre plusieurs fois, en fait. Il va se relever et c'est comme ça qu'il apprend aussi à marcher. Donc, pour moi, je pense plutôt sur ce principe. En fait, je vais poser la question, êtes-vous heureuse dans ce domaine?
Ah oui, je pense que c'est ma vocation. Ah oui, ok. Puisque là maintenant, et la prochaine question, c'est donc que quels sont les principaux défis qu'avez-vous relevés étant que éducatrice spécialisée et comment avez-vous les surmontés? D'accord. Moi, je dirais en fait le fait de pouvoir affirmer mon identité professionnelle en tant qu'éducatrice spécialisée. Et c'est vrai que souvent dans certaines institutions, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Il y a plusieurs personnes, chacun a sa casquette et parfois inconsciemment, les personnes peuvent nous, enfin consciemment, je pense que parfois c'est conscient, peuvent remettre en question en fait nos missions. Nos missions ici, on ne sait pas vraiment en tant qu'éducatrice, on est vraiment en fait. On peut facilement paniquer et si on n'a pas aussi assez confiance en soi aussi, on peut facilement paniquer et ne pas faire ce qu'on doit faire en fait. Et moi, je pense que c'est important de pouvoir être conscient de notre identité professionnelle et de pouvoir affirmer cette posture-là éducative. Voilà. C'est pas les autres qui sauront quelles sont nos missions, sinon on ne le sait pas en fait. Quand vous dites paniquer, ça veut dire quoi? Paniquer dans le domaine Alors, c'est dans le sens où on va se trouver, par exemple, c'est plus le vent pour une jeune éducatrice spécialisée. Alors, quand j'ai commencé, des personnes qui sont dans le métier, dans l'institution depuis peut-être 30 ans, et puis qui me diront, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire telle chose. Et puis moi, je sais qu'est-ce que j'ai appris en formation, qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et parfois, ça peut être limitant, en fait. Et si on suit au départ, peut-être que c'est vrai qu'au début, j'arrivais en tant que jeune éducatrice, ou parfois ça m'arrivait de me repousser le chemin, de me dire, bon d'accord, je vais plus écouter, voilà ce qu'ils disent. Mais aujourd'hui, avec du recul maintenant, je sais dire aux personnes quand même que non, ça rentre dans mes missions, je suis éducatrice spécialisée, je ne suis pas orca, tout simplement. Voilà. Puisque nous parlons de défis, ok? En fait, la question c'est est-ce qu'un détenu ne vous a jamais cotisé, exprimer son amour et romantique pour vous? Par exemple, un détenu que vous accompagnez et puis ce détenu-là vous dit en fait, je trouve que vous êtes une princesse, vous appelez prince, vous êtes une princesse et voilà, en fait, je ressens des émotions, des sentiments pour vous. Donc, bon, après, ça arrive, certains sont dans la séduction, mais après, depuis je regarde maintenant comme on me connaît, on est enfants, après, bon, ça va. Maintenant, je suis habituée, c'est plus parfois des compliments ou comme, voilà, genre le matin ou en atelier, mais après, je sais quand même, quand si ça va un petit peu trop loin, recadrer, et puis après, on avance et puis je continue après dans mon travail, après, sans problème, après. Après, je pense que c'est important la posture. C'est vraiment important la posture. Le contraire. En fait, des détenus, ils sont pas violents. Est-ce que vous n'avez pas eu des expériences avec eux où ils se sont mis en colère, ils voulaient vous frapper? Vous avez déjà eu des cas comme ça, des expériences? Alors, ça a été plutôt avec des adolescents du coup. C'est vrai que c'est une période aussi, il y a beaucoup de rebondissements, remaniements, même au niveau mental, en fait, avec ces jeunes-là. Et souvent, qui ont du mal avec le cadre, en fait. Donc, oui, j'ai déjà eu des jeunes, hein, même en dehors de la détention, oui, j'ai déjà eu des jeunes où j'ai dû recadrer, où on puisse se montrer violent verbalement, peut-être pas physiquement, mais verbalement, oui, c'est déjà arrivé. Okay. Vous avez appris dans ces situations-là ou... Oui, beaucoup, hein, garder le self-control, apprendre à gérer aussi ses émotions dans ces moments-là. Et non, tout simplement, après, ça ne m'empêche pas de retravailler avec les personnes, même s'il y a eu un conflit. Hein, ça ne me dérange pas. Après, on trouve un moyen pour résoudre aussi les conflits, apaiser les tensions, et puis après, on avance. Après, c'est mon métier, ça rentre dans l'émission. Okay. En passant, j'ai eu la chance de participer à l'une de vos émissions. C'était à l'association de Kairos. En passant, je salue Madame Gadjo qui travaille dans le domaine de la réinsertion socio-professionnelle. Lors de votre intervention, j'ai pu remarquer les participants se sont mis à pleurer tellement c'était puissant, votre intervention.
Alors, en fait, c'est quelles sont les valeurs ou les croyances qui guident votre approche, vos séances? Alors, pour moi, je pense que pour les valeurs aujourd'hui hein, que je partage, hein, pour moi, c'est important aussi l'amour. Hein. Déjà, l'amour, le pardon sont des valeurs vraiment très, très puissantes hein, pour moi, en fait. Et dans tout mon parcours, c'est vrai que ça aurait pu choquer, ça remonte à longtemps, hein, un tuteur de stage, hein, référent en psychologie. Je me dis, mais non, aimer les personnes. C'est vrai que le psychologue et l'éducateur n'ont pas la même posture. Mais pour moi, c'est important. D'aimer les personnes avec lesquelles on travaille aussi, hein, c'est important. Hein. Sinon, je pense que je n'aurais pas fait ce métier-là. Et je pense que quand on n'aime pas ce que l'on fait, on n'aime pas le plus avec lequel on travaille, on peut risquer de s'être maltraitant justement avec ces personnes-là. Et avec le fait d'aimer, voilà, d'aimer le public en fait que l'on encadre, on accompagne. En fait, ça nous permet aussi d'être patient, d'être plus à l'écoute aussi justement, et d'apprendre à vraiment valoriser ces personnes-là, les encourager en fait. Et ça permet aussi, même quand c'est dans ces temps difficiles, quand la personne, par exemple, avec les objectifs qu'on aura fixés ensemble, ne peut-être les atteint pas pour elle-même, pour sa propre vie, ça me permet justement de garder cette patience-là, justement. Garder cette patience-là, parce que nous-mêmes aussi, si on n'est pas patient, nous-mêmes, c'est... Bon, j'essaye un peu d'avoir aussi cette empathie, en fait, de me mettre à la place de l'autre aussi. Parce que j'aurais bien voulu aussi qu'on soit en situation avec moi, donc c'est pour ça, en ce sens-là aussi, j'essaie aussi de considérer l'autre aussi, l'autre qui est en face de moi. Et le pardon, justement, quand vous parlez justement de ces tensions, ça peut arriver aussi qu'on ait un peu on n'ait pas envie de travailler avec telle personne. Et moi, j'essaie de mettre ça de côté, de séparer vraiment les actes que les personnes posent, moi et la personne, d'apprendre vraiment, même comme il y a avoir des certains publics, ou des petits accrochages. Généralement, j'essaie de rester, même si c'est à l'instant T, c'est pas toujours des fois possible, ça dépend aussi des personnes, ça dépend des personnalités. J'essaie justement de concilier les choses en général. S'il y a besoin, si moi-même aussi j'ai fait une erreur, ça arrive, on est humain. Ça m'est déjà arrivé de m'excuser auprès ou de demander pardon, voilà. Une personne qui accompagne, parce que je suis quand même un être humain. Et donc voilà, je fais des erreurs. Voilà. Donc, il ne fait pas d'erreur de toute façon. En fait, je pense que c'est ça qui vous permet de créer un environnement d'apprentissage positif, inclusif pour vos participants, vos apprenants. Et cet amour pour le métier ou l'acceptation et l'acceptation de soi également. Oui, moi, du coup, tout ça, là, ce dont vous parlez, ça en est un peu avec l'estime de soi, mais c'est important. C'est très important. Et moi, je pense aussi quand j'accompagne les personnes, quand je les reçois aussi en atelier thérapeutique, je mise beaucoup sur l'accueil, en fait. L'accueil, créer un cadre vraiment assez dynamique, où ils peuvent se sentir à l'aise, vraiment. Même déjà, j'arrive aussi avec de l'humour, le sourire, pour moi, c'est important. Souvent, des fois, certains, ils arrivent un peu, des fois, ils sont pas bien, ils sont tristes, donc il faut un peu les booster, les encourager. Donc, pour moi, c'est important de leur montrer de la considération. Ça peut être aussi en venant aussi avec un petit café, un petit thé, une petite collation aussi, et un petit jeu aussi de cohésion. Parfois, j'utilise aussi, en utilisant l'éducation spécialisée. Mais pour moi, c'est tout ça. Vraiment centré sur la personne, justement. Et je vois également peut-être de la motivation. Je leur demande toujours aussi qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien dans les séances. Ils me le disent, hein. Et généralement, même quand ça se passe pas bien qu'un collègue, professionnel moi-même ou autre, ils le disent. D'abord, on va dire que tel professionnel n'est pas professionnel ou autre, mais pour le moment, j'ai quand même de très bons retours. Bon, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, non, honnêtement, non, j'ai de bons retours. Pour encore les motiver aussi, je vais diversifier aussi les outils que j'utilise aussi. Dans certaines séances, je vais faire du brainstorming aussi autour de certains concepts, illustrer, donner des illustrations. Alors, c'est une fois j'ai fait un atelier sur raconter un bon souvenir que j'ai vécu en détention. C'était pas facile, là, ça a été compliqué au départ. Ils ont dit, mais c'est pas possible, on va pas y arriver. Et quand j'ai vu après les écrits, finalement, on est parti du concept du verre à moitié plein, verre à moitié blanc. Et éducatrice, ça demande également d'être motivé. Et comment pour les soucis. D'accord. Alors, pour moi, je pense que c'est important de prendre soin de soi-même déjà.
avoir le médecine, conditions personnelles même aussi. Et j'ai beaucoup avec eux quand je pensais à quelques connaissances spécialisées. Voilà, qui partagent ma pratique, on échange, on fait sur de méthodes. C'est vrai que l'éducateur spécialisé travaille dans différents domaines, mais ça n'empêche pas qu'on puisse s'échanger en fait sur nos expériences de professionnelles. Et pour me motiver aussi, je me forme aussi. Voilà, je me forme. Pour aussi maintenir la motivation aussi. Et généralement aussi, j'essaye je pense qu'aussi c'est important aussi d'évoluer aussi en fonction du domaine d'activité. C'est vrai qu'avant, je travaillais plus avec les mineurs en fait sous main de justice, voilà, les jeunes délinquants. Et là, je suis plus maintenant dans le champ de la santé mentale en fait. Et l'éducateur, c'est vrai qu'il peut travailler dans plusieurs domaines. Et pour moi, je pense que c'est important aussi de temps en temps aussi de changer aussi. Voilà. Pour garder la motivation de découvrir d'autres environnements. Le plus souvent, on dit que quand vous êtes professeur, enseignant, éducateur, éducatrice, c'est que vous n'allez pas recevoir un bon salaire. Est-ce vrai ou pas? C'est qu'on ne paye pas et c'est... Moi, je dirais que ça dépend du secteur d'activité. Ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a le milieu associatif, il y a divers domaines en fait. Ça dépend du domaine. C'est vrai que ça, et puis nous aussi, nous combien aussi, on a les 40%, donc c'est pas le même salaire que en métropole. Et bon, après, je dirais pas non plus l'éducateur, il faut mieux le métier. Mais pour moi, actuellement, ça me convient. Je gagne mieux qu'avant, mais ça me convient en fait. Après, il n'y a pas de. Ok. On dit également que les éducateurs, les professeurs, les enseignants, les coachs ont tendance à s'auto-oublier et soucient beaucoup plus pour la vie des autres. En fait, ce sont des personnes qui oublient leur propre vie et qui essayent et qui se soucient beaucoup plus de la vie des autres. Et pour être franche avec toi, en tant que jeune, j'ai ce problème-là, en fait, de pouvoir beaucoup vouloir aussi aider. Et, mais c'est bien de se remettre aussi en question. Hein. Ça m'a permis justement de me remettre en question justement dans la pratique et de prendre soin justement de moi. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est important, comme je disais, c'est important de prendre soin de soi, de soi-même. Et je ne dis pas qu'auparavant, même avant même des plus dans la commencer à travailler sur moi-même. C'est important, je pense aussi, dans tout métier où on accompagne d'autres personnes aussi, déjà de faire un travail, quand je dis un travail sur soi-même au niveau psychologique, c'est très très important. Et c'est encore mieux de le vivre justement quand on a des personnes, de prendre cette distance-là et éviter aussi de faire aussi des projections sur sa propre histoire aussi personnelle aussi. Alors, est-ce que vous conseillez quelqu'un de venir vous rejoindre dans ce domaine? Je dirais qu'en tout cas, c'est un très beau métier. Je l'exerce. Non, mais franchement, je pense que ça doit être une vocation. Certains, c'est vrai, on peut être des aptitudes d'être déjà humaine, de sociabilité aussi, souvent des fois c'est inné. Hein. Et moi, je pense que c'est important en fait de développer cette posture-là éducative dont on parlait tout à l'heure. Ça veut dire faire attention à tout ce qu'on va dire, comment on va se vêtir, c'est vraiment tout, hein, l'éducateur, parce qu'on est un peu comme un référent, un repère en fait, aussi pour ces personnes-là, qu'on essaie aussi de resocialiser aussi. Il est important d'avoir une posture en fait fiable, et là, elle se développe avec le temps, et pour moi je pense aussi qu'il est important aussi de séparer la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce que c'est facile de le faire? Aujourd'hui, je me mets discipline. Non, le travail, c'est le travail. Voilà. Là, maintenant, on arrive à la fin de cette émission. Merci pour votre disponibilité de participer à cette émission. Comme j'ai dit tout le temps ou souvent, c'est que à force qu'on échange, à force qu'on partage nos valeurs, c'est que on peut sauver la vie des gens
on peut aider les autres. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous voir. Alors, merci à vous également qui nous suivent sur les réseaux sociaux, dans coaching. L'objectif, c'est vous permettre de découvrir des formations, vous permettre de découvrir de nouvelles personnes, vous permettre d'avoir des astuces, des stratégies pour vraiment sortir du lot des personnes qui gaspillent le temps, les personnes qui restent dans les zones de confort. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous suivre. N'hésitez pas à partager nos contenus. Merci. À la prochaine.